Voilà, si on revient sur la définition d'autologue, ça veut dire utiliser le propre corps pour la reconstruction. Donc ça comprend les lambeaux, mais ça comprend également les reconstructions par lipofilling, par exemple. Et voilà, contrairement aux non-autologues qui concernent uniquement la reconstruction par prothèse. Alors, il y a 2 catégories quand on fait des lambeaux. Il y a la première catégorie où on n'a pas le choix, autre que le lambeau. Et ça, c'est une patiente qui va avoir des séquelles de radiothérapie, qui va avoir la peau qui est figée sur la paroi du thorax. Et là, on ne pourra rien glisser. On ne peut pas glisser de graisse et on ne peut pas glisser de prothèse. Donc là, il faut apporter de la peau neuve, il faut apporter des tissus neufs, bien vascularisés. Est-ce que vous pouvez chacun dire un petit mot pour les femmes ? Alors, on doit être bien informé pour prendre la bonne décision. Il faut que vous soyez le plus sereine possible, en accord avec vos principes et ce que vous pensez. Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. Aujourd'hui, c'est le 4e podcast sur la reconstruction mammaire et nous allons parler de la reconstruction par lambeaux. Un petit rappel des 3 premiers épisodes. Le premier était plus général. Nous avons tenté de vous aider dans vos premières réflexions par rapport à la reconstruction mammaire, en abordant plein de sujets, en faisant un vrai ou faux super dynamique, avant de se plonger dans des podcasts plus techniques sur chaque type de reconstruction. Le second était sur la reconstruction par prothèse. Le 3e sur le lipofilling ou lipomodelage, et aujourd'hui, les lambeaux. Qu'est-ce que la reconstruction mammaire par lambeaux et en quoi cela diffère de la reconstruction par prothèse ? Nous avons tenté de rester hyper simple et descriptif, et vous pouvez retrouver sur le site de Restitude des explications et des images de ces différents types de reconstruction autologue. J'ai également repris des schémas sur mon compte Instagram. Le podcast se divise en 3 grandes parties. La reconstruction par lambeaux gracile, donc le muscle de l'intérieur de la cuisse. Je la connais bien parce que j'en ai eu 2. La reconstruction par lambeaux Dieppe, donc c'est une reconstruction avec la peau et la graisse au niveau du ventre. Et la reconstruction par lambeaux de grand dorsal. Le lambeau est dit pédiculé, contrairement aux 2 autres qui sont des lambeaux libres. Quand ce sont des lambeaux libres, les lambeaux sont décrochés de la veine et de l'artère nourricière et reconnectés par microchirurgie. Tout cela sera super bien expliqué par Kim et Neil, ainsi que toutes les indications, les avantages, les inconvénients, les temps opératoires, les cicatrices, les complications potentielles, les combinaisons avec d'autres techniques. Bref, ils vous diront tout sur cette reconstruction par lambeaux. Je suis assez fascinée par toutes ces techniques qui permettent aux femmes de récupérer un volume quand, par exemple, la prothèse n'est vraiment pas indiquée. Bref, encore un podcast passionnant qui, j'espère, vous aidera à faire un choix éclairé et surtout le meilleur pour vous. Je vous souhaite une excellente écoute. Ce podcast vous est rendu possible grâce au généreux soutien de GC Aesthetics qui accompagne les femmes depuis plus de 40 ans dans leur chirurgie mammaire en fournissant aux chirurgiens les produits et solutions qui servent notamment à les reconstruire. Bonjour Neil. Bonjour Delphine. Bonjour Kim. Salut Delphine. Alors aujourd'hui, on va parler de la reconstruction par lambeaux. Vous êtes les grands spécialistes de l'Institut du Sein. Bon, c'est une technique que je connais quand même un petit peu, parce que j'en ai eu 2. Alors, je vais d'abord demander de vous présenter. Bon, vous avez déjà parlé sur d'autres podcasts, mais voilà, si les personnes n'ont pas écouté les autres podcasts, honneur aux femmes. Hein. C'est gentil. Kim de Frémicourt, donc je suis chirurgien plasticien à l'Institut du Sein, Paris. Donc, je propose toutes les techniques de reconstruction aux patientes. Toi, on te donne plus les lambeaux ici, alors ? On fait de tout, mais effectivement, les lambeaux, surtout libres, sont plus vers moi. Ok. Donc, c'est de la microchirurgie, hein ? Tout à fait. Ça, oui. On va en parler tout à l'heure. Ouais. Et Dr Neil Louard, donc chirurgien plasticien également à l'Institut du Sein Paris. J'ai la même spécialité que Kim, on fait à peu près la même chose, tout type de reconstruction et puis les lambeaux également. Alors, on va commencer par une définition. Quelles sont les grandes familles de reconstruction ?
Bon, vous pouvez vous passer la parole là, tous les deux. Mais... Alors, schématiquement, pour faire simple, autologue et non autologue. En gros, ce qu'on appelle les reconstructions non autologues, c'est-à-dire avec prothèse. Voilà, pour faire simple. Donc, un corps étranger, parce que c'est vrai que le podcast, c'est pas imagé. Donc, il y a des personnes qui débarquent et qui connaissent absolument pas toute cette reconstruction. On va essayer de faire vraiment la reconstruction par lambeaux pour les nuls. Donc, voilà, d'être hyper imagé. Donc, autologue, c'est propre tissu. Voilà, si on revient sur la définition d'autologue, ça veut dire utiliser le propre corps pour la reconstruction. Donc, ça comprend les lambeaux, mais ça comprend également les reconstructions par lipofilling, par exemple. Et voilà, contrairement aux non-autologues qui concernent uniquement la reconstruction par prothèse. Et en fait, Krishna rajoutait en fait composite parce que ça peut être prothèse plus du lipofilling. Exactement. En fait, un mix de... On peut toujours mixer les techniques entre elles. Et d'ailleurs, il faut le faire. Ouais. Donc, injection de graisse. Oui, bien sûr. Au moins, même pour les lambeaux, on peut même rajouter une prothèse et tout ça. Ah bah oui. Alors, comment est-ce qu'on va diviser ce podcast en toutes les reconstructions par lambeaux? Est-ce que vous savez quel est le pourcentage de femmes qui reconstruisent par lambeaux, en fait? Bon, je vous pose peut-être une colle, mais... Ouais, complètement. C'est, alors, parmi celles qui ont une reconstruction mammaire secondaire, si c'est ça la question, on doit être un petit peu en dessous de 50%, je dirais. Même moins, je pense. Hein. Non, moi, je dirais moins de 20% même. Hein. Ok, on n'est pas d'accord sur les chiffres, mais... Après, ça dépend du recrutement et tout, donc nous, on est un peu biaisés. En gros, hein. c'est pas la majorité, non, clairement. Pas du tout, ouais. On est d'accord là-dessus. Alors, oui, qu'est-ce qui pousse une femme... Une question comme ça, qu'est-ce qui pousse une femme à avoir une reconstruction par lambeau? Après, je pourrais raconter un petit peu mon histoire personnelle, mais qu'est-ce qui la pousse à avoir une reconstruction par lambeau? Alors, il y a deux catégories quand on fait des lambeaux. Il y a la première catégorie où on n'a pas le choix, autre que le lambeau. Et ça, c'est une patiente qui va avoir des séquelles de radiothérapie, qui va avoir la peau qui est figée sur la paroi du thorax. Et là, on pourra rien glisser. On peut pas glisser de graisse et on peut pas glisser de prothèse. Donc là, il faut apporter de la peau neuve, il faut apporter des tissus neufs, bien vascularisés. Donc ça, la graisse, c'est pas toujours possible. Ah non. Quand c'est figé, on a beau injecter ce qu'on veut, ça va pas faire bomber le sang, ça va faire une paroi toute plate. Donc là, on n'a pas d'autre choix que le lambeau. C'est rare ou ça arrive comme souvent que la radiothérapie a fait vraiment des dégâts? Ça arrive quand même. Oui. Ça arrive quand même, et d'autant plus si le sein contralatéral est volumineux, parce qu'on sait même avec une prothèse ou avec l'injection de graisse, on va pas y arriver. Donc il faut apporter un gros volume et de tissus bien vascularisés. Okay. Donc ça, c'est la première catégorie. Et l'autre catégorie, c'est les patients qui ont le choix de faire toutes les techniques de reconstruction. Donc souvent, elles ont déjà une prothèse, elles ne supportent plus la prothèse, ça fait une coque, on essaie de changer la prothèse, ça refait une coque, et là, du coup, elles n'en peuvent plus. Et là, on va pouvoir changer la prothèse pour mettre un lambeau qui sera pour le coup là enfoui, c'est-à-dire complètement sous la peau du thorax. Ok. Voilà. Et puis, tu as des adeptes, des femmes qui veulent vraiment pas de corps étranger. Exactement, oui, qui prennent la décision dès le début, je ne veux pas de corps étranger du tout, je veux pas de prothèse. Et là, c'est directement le lambeau. Ok. On peut rajouter que, si on revient sur ce qu'on a dit en introduction, que il peut tout à fait s'agir de techniques composites, avec à la fois des lambeaux, des prothèses si nécessaire ou si besoin, ou si changement d'avis de la part de la patiente. Oui, mais j'imagine qu'une patiente qui veut absolument un DIEP, elles n'ont pas envie d'avoir une prothèse en plus, quoi. Exactement. Voilà. Si on commence sur la piste du lambeau, on va essayer d'éviter la prothèse au maximum. D'accord. Pour pas avoir les inconvénients de chaque technique, en fait. Hein. Oui, après, bien sûr, on n'a pas le choix. Parfois, il y a des patientes qui sont maigres, on est obligé de rajouter une prothèse derrière. Mais vraiment, si on peut, on évite la prothèse. Hein. On remplit avec de la graisse, justement. Oui. Avant de parler de chaque technique, est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre un lambeau libre et un lambeau pédiculé? Qui veut répondre? La différence, alors le lambeau pédiculé, ça va être un lambeau pour lequel on ne va pas détacher ses vaisseaux nourriciers. Quand je parle de vaisseaux nourriciers, c'est l'artère et la veine qui vont permettre la vascularisation. Le rouge et le bleu à l'école, hein. Exactement. L'artère en rouge et la veine en bleu qui vont nourrir le lambeau. Donc le lambeau, c'est le volume et la peau éventuellement de l'élément qui va reconstruire le sein. Donc là, on garde les vaisseaux d'origine sans les couper. Contrairement au lambeau libre, où là on va couper ces vaisseaux-là et on va venir les rebrancher sur un site receveur, donc au niveau du sein, c'est derrière les côtes, et on va utiliser de la microchirurgie pour faire des petites sutures, donc ce qu'on appelle des micro-anastomoses, pour venir rebrancher ces vaisseaux.
On remet le bleu avec le bleu et le rouge avec le rouge. On essaye de pas se tromper. Ça arrive. Mais donc, lambeau pédiculé, on est bien d'accord que c'est que le grand dorsal. En reconstruction mammaire, oui, c'est que le grand dorsal. Oui, exactement. C'est juste une transposition des tissus. On bascule le derrière au devant. Voilà. Alors, ça, c'est la différence. Donc, le lambeau libre, microchirurgie. L'autre, pas de microchirurgie parce qu'en fait, il reste encore toujours accroché. Exactement. Okay. Et lambeau enfui et palette de peau. Donc, est-ce que tu peux être explicite? En fait, on voit parfois cette espèce de... C'est ça. Oui, de palette de peau. Je sais pas comment expliquer autrement, mais... Ça, c'était pareil, c'est deux mêmes catégories de patientes. Parfois, il y a la paroi du thorax qui est complètement figée. On peut rien en faire, on peut pas enfuir quelque chose, on peut pas la décoller. Donc on est obligé de rajouter des tissus sains, on est obligé d'apporter de la peau et du volume derrière qui est bien vascularisé. Et donc là, c'est ce qu'on appelle une palette cutanée externe. Donc on prend en fait, si tu prends l'exemple du ventre. Voilà, du ventre. Alors tout ce qui vient du en haut jusqu'à la cicatrice de mastectomie, on la garde, c'est la paroi du thorax. Et tout ce qui est de la cicatrice de mastectomie aussi en sous-mammaire, là ça va être la palette de peau qu'on va rajouter. Donc, il y aura... en dessous. Exactement, c'est en dessous de la palette. Donc, c'est ce qui permet, dans un décolleté, de pas voir en premier lieu la palette cutanée. Okay. C'est pas forcément très esthétique. La couleur est un peu différente, la texture est un peu différente. Donc, on essaie de la mettre le plus bas possible. Mais il y aura quand même cet effet de patch, de peau, au niveau du thorax. Ça, c'est sûr. Mais ça s'estompe avec le temps, quand même, un peu. Il y a quand même toujours il y aura toujours cette différence de texture et de couleur quand même. Mais pour s'habiller, pour aller à la piscine et tout ça va aller. Ça dépend des patientes. Il y en a qui ont la chance d'avoir la même couleur de peau entre leur ventre et leur thorax. Mais voilà, parfois il y a des petites visibilités. On n'a pas tout à fait la même couleur entre le ventre et le thorax. C'est normalement plus clair sur le ventre, mais si elle commence à bronzer, pourquoi pas, ça se réhabitue. Mais et pour ce qui est du lambeau enfoui, donc là c'est pareil, c'est comme la prothèse. La peau permet de rentrer une prothèse en dessous, donc elle va aussi permettre de rentrer un lambeau en dessous. Donc il faut avoir une peau qui est bien vascularisée, une paroi de thorax bien vascularisée, bien souple, pour pouvoir la décoller, pour ajouter le lambeau en dessous. Ok, mais le DIEP, on peut enfouir aussi en le fait, DIEP, bien sûr, un lambeau, on peut toujours enfouir. On peut toujours enfouir un lambeau si la qualité de la peau du thorax est correcte. Il suffit d'ouvrir, de décoller et d'enfouir comme l'a dit Kim, comme pour une prothèse. Ce qui est quand même le résultat le plus chouette, quoi. Exactement, ça c'est le top, si on peut. Mais c'est pas toujours possible, c'est ça le problème. Alors, on commence par quelle reconstruction? On va dire quoi? Le grand dorsal ou qu'est-ce que vous voulez dire? Ou le DIEP? Allez, c'est parti pour le DIEP. Ok. Ça vient de quoi, en fait, DIEP? Alors, ça vient pas de la ville, de Dieppe. Alors, ça arrive souvent, quand même. Alors, c'est DIEP. Alors, ce que ça veut dire, quand même, parce que c'est assez marrant. Donc, c'est Deep Inferior Epigastric Perforator. Ça veut juste dire que c'est des vaisseaux qui viennent d'en bas, voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec la ville. Oui. Amusant, d'ailleurs. Donc, on est dans le ventre, là. Okay. C'est ça, exactement. Alors, le DIEP, en quoi ça consiste? On va prendre la peau et la graisse au niveau du ventre, comme une plastie abdominale en chirurgie esthétique, sauf qu'on va venir disséquer les vaisseaux qui vascularisent cette partie-là, donc artères et veines, qui sont derrière les muscles abdominaux. On va venir disséquer les vaisseaux au travers des muscles abdominaux, donc ils vont rester intacts, ces muscles-là. On va les déconnecter au niveau de l'aine et en fait, on va rebrancher tout ce lambeau, tout ce DIEP au niveau de la paroi thoracique. Alors, cicatrice quand même vachement présente. Exactement. C'est une cicatrice assez large. Alors pareil, c'est comme la chirurgie esthétique, ça va quand même de hanche à hanche et c'est caché au niveau des sous-vêtements. C'est comme une cicatrice de césarienne bien prolongée au niveau des hanches. Et très très bien prolongée. Très bien prolongée. Et aussi au niveau du nombril, qui reste le vôtre. Donc c'est le même nombril, sauf qu'on a déplacé la peau autour, donc on resuture autour. On se fait une petite abdominoplastie au passage. C'est aussi, ça, exactement. Donc petit bénéfice. C'est le petit bénéfice. C'est ça. Donc c'est double bénéfice quand ça marche. On a un ventre plat et un sein reconstruit. Alors, qui sont les bonnes candidates, en fait, pour C'est quand même une opération très lourde, on est bien d'accord. C'est pas la plus facile, effectivement. C'est une intervention déjà qui dure environ 6 heures d'intervention et on reste une petite semaine à l'hôpital. Et il faut compter quand même 45 jours d'arrêt de travail, convalescence par la suite, parce qu'on reste fatigué, on a du mal au début à marcher pendant une petite semaine. Après, ça va aller, le quotidien va être possible, mais on reste quand même fatigué. Donc, je conseille au moins 1 mois d'arrêt de travail. Ah ok, c'est ce que toi tu conseilles.
Voilà, comme ça, les femmes savent. Voilà. Oui, pour, j'imagine, remobiliser cette cicatrice. Voilà. Après, ça fait un sein assez naturel. Oui. Qu'est-ce que tu peux faire comme... Oui, on peut pas parler de volume, en fait. Alors, le volume dépend du ventre. Du ventre, en fait, oui. Ouais. Alors, les bonnes candidates, comme tu disais, Oui. c'est ceux qui ont un bon ventre, qui ont assez de graisse et de peau au niveau du ventre pour reconstruire le volume. Donc, une femme qui a un sein volumineux avec assez d'excès cutané ou graisseux abdominal... Tu peux presque donner même des bonnets, en fait. Ah oui, pour avoir bien sûr. Donc, bien sûr. Par exemple, une femme qui a un C ou un D... Oui. Si elle a un bon ventre, c'est possible de reconstruire le même volume, sans toucher au sein contralatéral. Et le sein aura le même aspect. Quand même une certaine fermeté, quand même Non, c'est la même fermeté que le sein. C'est ça l'avantage du DIEP. On arrive vraiment à avoir une reconstruction symétrique avec l'autre sein, avec un bon tombé, un bon décolleté, et c'est totalement naturel. Hein. Donc tu peux aller jusqu'à un D, quoi. Voire même plus. Tout est proportionnel au ventre, en fait, et au sein contralatéral. Donc, par exemple, si vous avez un gros volume de sein et un ventre tout plat, là, on sait que on va faire un bonnet B à peine. Hein. Donc, ça dépend du ventre, en fait, de la morphologie de la patiente. Il faut quand même qu'il y ait du gras, quoi. Faut que le ventre soit proportionnel au sein. Oui, c'est ça. Si je peux rajouter une petite note technique, quand on fait un DIEP, on utilise rarement, voire quasiment jamais, toute la peau du ventre qu'on va retirer. En fait, dans cette peau-là, on va tailler un sein adapté au sein contralatéral qui permet d'avoir le volume le plus adapté possible. Donc, si on a un très gros sein, on peut tailler une part un petit peu plus large. Si on a un petit sein, on peut tailler une part un petit peu moins large, moins importante. Après, il y a tout un travail de sculpteur, de façonner un sein avec ce que vous avez retiré, quoi. Oui, exactement. Oui. C'est incroyable. Est-ce que ça marche toujours? Quels sont les... Voilà, parce qu'il faut que le bleu prenne avec le bleu et le rouge avec le rouge. Donc, quel est le pourcentage d'échecs? Alors, faut imaginer quand même que la microchirurgie, les vaisseaux font quelques millimètres de diamètre, 2 à 3 millimètres. Et on sait qu'il y a plus de risques d'échec quand il y a des antécédents de chimiothérapie, radiothérapie qui affectent la qualité des vaisseaux. Sans parler, bien sûr, du tabac qui est totalement contre-indiqué. Donc, moi, je demande un arrêt d'au moins 6 mois, quand même, avant de faire un DIEP. Pour prendre le moins de risques possible. Hein. Et avec tout ça, voilà, on sait que c'est environ 10% d'échecs, c'est ce que j'annonce aux patientes. Bien sûr, variant par rapport aux antécédents. C'est dur quand même, parce que c'est vachement lourd. Oui, il faut que les patientes soient préparées à cet échec. Je leur dis, il y a un risque d'échec, et s'il y a un échec, on jette le lambeau à la poubelle, je leur dis clairement, et soit on met une prothèse si on arrive, soit on met un grand dorsal. Donc c'est un risque à prendre. Quand ça marche, c'est parfait, ventre plat, ça reconstruit. Mais parfois ça marche pas, et là on rentre dans des complications un peu plus importantes. À part que l'abdominoplastie est faite et c'est ça, ça reste là, mais bon. Voilà. C'est dur. Ouais, c'est dur. Et donc là, tu parles vraiment des risques. Ah oui, il faut être clair là-dessus. Hein. Oui, tout à fait. Et donc, si la patiente est en bonne santé, en principe, tu peux expliquer, il y a des raisons pour lesquelles ça prend pas, ou c'est très compliqué? Alors, c'est technique, très technique. Il y a un caillot qui se forme au niveau des microanastomoses. Alors, ça peut être dû à la microchirurgie, ça peut être un problème technique, ça peut être un problème aussi de paroi vasculaire. Donc, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Donc, en microchirurgie, il faut en faire beaucoup pour bien en faire. Je trouve que c'est quelque chose qui doit se pratiquer très souvent. C'est pas comme le vélo, on en fait un petit peu et puis on arrive à en faire bien. Là, il faut en faire beaucoup et souvent. Mais donc, j'ai envie de te poser une question. Si vraiment la patiente veut absolument avoir un DIEP, il faut qu'elle voie un médecin qui a l'habitude de faire des DIEP, quoi. 100%. Qui est vraiment très spécialisé. Oui. Ok, donc on prend pas un risque avec un médecin qui fait pas beaucoup de DIEP, quoi. Ouais. Ok. Je peux rajouter sur le DIEP que c'est quand même une méthode assez récente dans l'histoire de la chirurgie plastique, parce qu'en fait, avant, on utilisait le ventre déjà pour reconstruire les seins, mais on faisait des techniques qui s'appelaient des VRAM ou des TRAM, qui étaient en fait des lambeaux pédiculés du ventre. Donc on repliait le muscle abdominal, les grands droits, donc les abdos, on les repliait avec la palette qui était en bas, on allait la mettre au niveau du sein. Et en fait, la cicatrice était où? La cicatrice était la même qu'un DIEP. Sauf que le lambeau était pédiculé vraiment en passant dans le sillon du sein, et ça faisait des reconstructions de plus ou moins bonne qualité, beaucoup moins bonnes qu'actuellement. Et en fait, grâce à ces nouvelles techniques d'aller disséquer les vaisseaux perforants à travers les muscles et des techniques de microchirurgie, on a réussi à ne plus abîmer les muscles, enlever les muscles abdominaux qui étaient hyper dévastateurs. Hein. Il y avait plus de paroi abdominale. Et donc ça, c'est vraiment une avancée qui nous a permis de faire des DIEP vraiment presque en routine maintenant.
Et les patientes sont contentes, hein, moi j'ai l'impression des DIEP. Les retours sont bons. Hein. Il y a quasiment zéro séquelle, à part la cicatrice, mais du coup, ventre plat. Elles n'ont pas de douleur au niveau du ventre, elles sont ravies. Non, c'est vrai qu'on n'entend pas de douleur au niveau du ventre. Est-ce qu'il faut bien mobiliser et on peut faire les... Ah mais non, les deux. En fait, les deux, on peut faire les deux, ça s'appelle un double DIEP. Ouais. Donc chaque moitié de ventre va venir reconstruire chaque sein. Donc ça, c'est peut-être alors dans des cas de chirurgie de réduction de risque ou... Oui, en mastectomie prophylactique ou aussi en bilatéral. Hein, cancer bilatéral. On ne pourra pas en faire 3 par contre. Il n'y a que 2 vaisseaux. Heureusement qu'on n'a pas 3 seins, heureusement. C'est quand même rare, quoi. Cancer bilatéral, c'est rare, non ? Oui, c'est rare. Ouais. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Et là aussi, ça dépend du volume de ventre qu'on a. Hein. Si on a un bon ventre, on peut faire 2 seins, mais par contre, si on n'a pas de ventre, c'est pas possible. Voilà. Alors, je sais pas si vous voulez parler un petit peu du temps opératoire. J'ai dit que ça durait 6 heures à un moment. Oui, une petite semaine à l'hôpital. Est-ce qu'on est aussi, comme pour le gracile, maintenu dans une couverture chaude pour que ça prenne pas... Enfin, que ça prenne plutôt. Oui, ça dépend des centres, ça dépend des écoles. Ouais, ça c'est un peu... Non, on le fait pas. Laisser une petite palette à l'extérieur pour voir si le lambeau est... Alors ça, c'est si le lambeau est enfoui, oui. Ah oui, si le lambeau est enfoui, oui. Comment est-ce qu'on a envie de conclure ce DIEP ? Voilà, les femmes qui se posent des questions, quelques petits take-away, quoi. Le DIEP, c'est une très bonne indication dans certaines morphologies. Il faut avoir assez de ventre. Et surtout, il faut qu'elles connaissent le risque d'échec. Ça, c'est très important. Ok. Si vous êtes éligible à un DIEP et si vous souhaitez une reconstruction par lambeau, allez-y. Ok. Allez-y. Pour un effet, oui, mais c'est à vie en plus. Et puis quand on grossit et qu'on maigrit, j'imagine que ça change aussi. Et DIEP, palette de peau aussi, alors quand la radiothérapie... Ouais, ça permet de prendre une bonne palette de peau pour en construire un bon volume. Okay. Une palette de peau externe. Ok. Bon, on attaque lequel maintenant ? Quel lambeau ? Là, on peut passer au lambeau de gracilis ou pape. Donc, il y a un lambeau libre, donc qui se détache de son point d'origine et qui se prélève au niveau de la partie interne et postérieure de la cuisse. Attends, Et tout en haut. La cicatrice se place dans le pli de l'aine, donc c'est vraiment très haut. Et donc à la partie postérieure et interne. J'ai quand même une très grande cicatrice qui part vraiment de la moitié de la cuisse jusque derrière. Jusque dans le pli fessier. Oui, c'est ça. Dans le pli en dessous de la fesse, ouais. Donc c'est vraiment une cicatrice qu'on essaye de mettre pile dans le pli pour que ça se voit le moins possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme taille de bonnet avec le gracile ? C'est pas très grand. Hein ? Alors voilà, encore une fois, tout dépend de la quantité que nous permet de prélever la patiente, mais on part plutôt sur des bonnets de petit volume. En général, c'est plutôt adapté pour les bonnets B de reconstruction. On arrivera difficilement à faire plus sans passer par d'autres techniques supplémentaires. Ok. Grosse chirurgie aussi. De la même manière, c'est une chirurgie de lambeau libre. Les chirurgies de lambeau libre, c'est toujours des chirurgies assez lourdes, environ 5 à 6 heures d'intervention. La même chose pour l'hospitalisation, 1 semaine, une surveillance accrue du lambeau, etc. Une convalescence qui dure plusieurs semaines. Les suites opératoires, alors c'est des pansements classiques à faire quotidiennement pendant une grosse quinzaine de jours. Il faut prendre un petit peu de temps, arrêt de travail pendant au moins 15 jours. Pas de sport pendant au moins 1 mois. Ouais, voilà, le temps que ça cicatrise. Ça tire beaucoup, il faut se réhabituer à la marche, même s'il n'y a pas de souci pour marcher dès les quelques jours après l'hospitalisation. Mais voilà, on a déplacé de la peau tire, donc forcément, il y aura des petites gênes, en tout cas, au début. Et il y a un petit lifting de cuisse. De la cuisse à l'arrière, hein, c'est ça, hein ? À l'instar de la plastie abdominale pour le DIEP, là, c'est une sorte de creuroplastie. Donc, creuroplastie, ça veut dire lifting de cuisse, de la partie interne de la cuisse. Ok. Alors, c'est une technique que vous pratiquez souvent ? Moins souvent que le DIEP, quand même. Ouais. Les indications sont moins fréquentes, je trouve. Pareil, c'est assez peu fréquent. On aura beaucoup plus tendance à partir sur des lambeaux de DIEP. On a quand même une morbidité cicatricielle qui n'est pas négligeable, des cicatrices qui peuvent être assez visibles. Voilà, c'est pas la technique de choix numéro 1 chez nous. Et surtout, je trouve que la peau, au niveau de la face interne de cuisse, c'est pas la même couleur que la peau au niveau du thorax. Donc si on a une palette cutanée visible, elle sera foncée. Ça sera pas forcément très joli. Donc les indications de gracilis ou de pape, c'est le lambeau enfoui. Donc il faut qu'on ait assez de peau pour cacher tout ça. Et ce que je conseille aux patientes qui sont éligibles aux 2 techniques, donc prothèse et lambeau de cuisse, je leur dis de commencer d'abord par la prothèse
Et si la prothèse, ça leur plaît pas, là, on pourra convertir en lambeau. On pourra pas faire le contraire, par contre. Ouais, ok. Et puis, il n'y a pas beaucoup de médecins qui pratiquent cette technique quand même sur le territoire, quoi. Bah, pareil, il y en a un, donc 2. Ouais, alors il y en a un peu c'est... plus en France, mais faut que le chirurgien soit spécialisé en microchirurgie. Ouais, ok. Ceux qui pratiquent le DIEP en général peuvent proposer cette technique qui, techniquement, est à peu près similaire. Ok, donc on n'est jamais plus qu'un B, quoi. Avec un peu d'hypophilie. Disons que ça ne sera pas la meilleure indication si on passe au-dessus d'un bonnet B. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qui nous reste comme lambeau ? Alors, dans tout l'arsenal qu'on a, c'est vrai on peut parler des lambeaux de fesses, le S-gap. Alors, c'est une technique qu'on n'utilise pas beaucoup, que je pense peu de chirurgiens utilisent, donc on va peut-être on va peut-être pas développer. Alors, c'est de la graisse ou qu'est-ce qu'on prend ? C'est de la graisse et de la peau uniquement au niveau de l'arrière et de la partie supérieure de la fesse. Au niveau de la partie supérieure de la fesse. Ah oui, donc c'est presque les ici, poignées d'amour. Donc voilà, donc en effet, il y a des techniques de lifting de fesses, donc c'est cette partie qu'on prend. Je vais pas développer là-dessus parce que je suis pas non plus un expert. Pourquoi on en parle ? Parce qu'en fait, dans les lambeaux du corps, il y a tout un tas de lambeaux qui ont été décrits, qui ont été utilisés par des chirurgiens, qui ont été publiés. Ça fait partie des techniques. C'est pas un bon lambeau pour la reconstruction du sein. Ok. Donc ici, à l'Institut du sein, vous ne faites pas ça ? Non. On ne veut pas faire ça. On ne veut pas faire ça. Mais c'est bien, c'est bon à savoir, quoi. Et personnellement, dans la communauté, j'ai jamais entendu une femme qui avait fait ça. Par contre, grand dorsal, on l'entend souvent. Beaucoup d'inquiétudes aussi de la part des femmes. Est-ce que je vais pouvoir faire du sport ? Alors, j'ai entendu 2 écoles. En fait, moi, je vous avoue que j'étais tombée sur une personne qui avait des maux de dos. Et donc, c'est une technique que j'ai exclue d'office. Alors qu'il y a des femmes qui sont ravies de ces techniques. Alors, c'est très variable. Hein. Déjà, on va rappeler peut-être ce que c'est le lambeau de grand dorsal. On va prendre la peau, la graisse et aussi tout le muscle grand dorsal au niveau du dos. Tout ça, on va le décoller. Tu peux juste le montrer comme ça, donc c'est... Là, voilà. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer sur le... Ça part de l'aisselle et ça fait un triangle qui descend vers le bas et l'arrière. Okay. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Mais c'est en plus un muscle qu'on utilise souvent pour d'autres constructions du visage et tout ça aussi, non ? Exactement, on peut l'utiliser en ORL, mais bon, ça, c'est d'autres indications. Et au final, en termes de morbidité fonctionnelle, le muscle grand dorsal, il sert juste à mettre la main dans le dos, à toucher entre les omoplates. Donc, pour la mobilité de la main et du bras, ça va aller, d'accord ? Par contre, vu qu'on va décoller autant et déplacer les structures, il se peut que les patientes aient des douleurs dorsales qui peuvent être un petit peu de douleur à la mobilisation, voire même très invalidante. Donc, il y a tout un panel, en fait, de douleurs et on ne sait pas vraiment quelles vont être les répercussions là-dessus. Mais c'est une technique que vous aimez ? Oui, alors déjà, faut nuancer aussi sur le lambeau de grand dorsal. Maintenant, on arrive à évoluer un petit peu au niveau des techniques. On peut prendre un peu moins de muscles pour minimiser justement ce décollement au niveau du dos. Après, sur les indications de lambeau de grand dorsal, c'est plutôt les patientes qui ne sont pas éligibles à d'autres types de reconstruction. C'est un peu la dernière solution possible pour elles. Elles n'ont pas assez de ventre, elles n'ont pas assez de cuisses et tout ça. Donc là, le seul lambeau disponible et quasiment 0 contre-indication, c'est le lambeau de grand dorsal. Et si elles peuvent pas mettre une prothèse, c'est ça que tu en veux plus. dire ? En plus, oui, ouais. C'est ça, ouais. Okay. Donc ça va nous permettre aussi d'apporter de la peau neuve à ce niveau-là. Si elles ne peuvent pas ou si elles ne veulent pas mettre de prothèse, si elles ne veulent dans pas, les deux cas. Et donc, lambeau pédiculé, donc ça reste accroché. Vous le faites glisser en dessous du bras. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous arrivez à faire une reconstruction que avec le... Enfin, il y a deux possibilités, donc que avec le lambeau grand dorsal et du gras. Et est-ce qu'il y a un déséquilibre alors à droite et à gauche, si on enlève pas mal de gras Alors, si on regarde les plis au niveau du dos, oui, il y a un côté du dos qui est un peu plus tendu quand même. Ouais. Voilà, mais c'est pas gênant à ce niveau-là. Mais tu combines souvent avec une prothèse ou pas ? Alors, quand la patiente est toute maigre et qu'on n'a pas de site donneur de graisse de lipoaspiration et que la patiente veut quand même un volume de reconstruction, on peut ajouter à cela une petite prothèse. Par contre, s'il y a assez de graisse, on va venir truffer le lambeau de graisse par du lipofilling. Donc ça, c'est ce qui est préférable. Et dans des cas un peu plus rares, on a assez de matière, assez de volume pour ne rien rajouter à la reconstruction. Si on a un dos qui est vraiment un peu développé, généreux. un peu généreux exactement, et un sein pas forcément très volumineux, on peut ne rien rajouter. Un B ou un C même, carrément. Ah oui, bien sûr. Oui, largement. Incroyable, toutes ces techniques, c'est fou, quoi. Alors, tu disais des douleurs. Est-ce qu'il y a des choses à faire pour éviter Il y a de la kiné à faire aussi en post-opératoire. Pas mal de kiné, de cure thermale aussi. Donc, oui, ça peut aider.
Il faut savoir juste que dans ce lambeau, il y a une des petites complications qui consiste à avoir de l'eau dans le site du prélèvement. Donc de l'eau, du liquide qui se place au niveau du dos. C'est pas si rare et ça se ponctionne en consultation. C'est pas douloureux. Ça peut faire peur, mais globalement, c'est pas grand-chose. Et quoi, donc on voit une petite poche... Ça fait blob-blob dans le dos, globalement. Blob dans le Vraiment, dos. c'est juste ça. Mais c'est quand même une aventure, le lambeau. Alors, est-ce que vous avez des exemples de patientes qui hésitent ou qu'est-ce que vous auriez envie de dire ou des consultations type voilà, est-ce que vous avez des anecdotes à raconter Moi, je vous prends un peu au dépourvu là. Le plus dur, c'est quand une patiente a le choix de tout. C'est le plus compliqué. Donc, on essaye de discuter, on essaye de donner les avantages et les inconvénients de chaque technique parce qu'au final, c'est la patiente qui prend la décision. Je pense que notre rôle n'est pas de l'influer, et pas de l'influer dans une certaine direction quand toutes les reconstructions sont possibles. Je vais vous poser une question. C'est plus naturel qu'une prothèse, c'est plus chaud. Oui, c'est ça. Donc ça, vous en parlez ? Oui, la reconstruction est plus molle, plus naturelle, elle est chaude et surtout elle est pérenne. C'est-à-dire qu'on ne va pas retoucher au sein de toute sa vie en fait. Elle va évoluer avec le corps. Donc ça, c'est quand même bien. Donc maintenant qu'on a toutes ces techniques otologues, il y en a quand même toujours une qui est possible ou parfois c'est pas possible. Alors souvent il y en a au moins une qui est possible. Alors si on reprend chaque lambeau, donc le lambeau de grand dorsal, il y a quasiment 0 contre-indication. Mais parfois lors du curage axillaire, le pédicule, c'est-à-dire les vaisseaux du lambeau de grand dorsal ont été coupés pour des raisons carcinologiques. Donc ça, on ne pourra pas l'utiliser. L'autre lambeau, donc le lambeau de Dieppe, ne pourra pas être utilisé si la patiente a des antécédents de lipoaspiration, par exemple, ou des chirurgies au niveau du ventre. Aussi, on va voir si anatomiquement la patiente a ces vaisseaux-là, les vaisseaux perforateurs, nourriciers. Et pour cela, on va faire un angioscanner, c'est un scanner injecté, pour savoir si anatomiquement il y a ces vaisseaux au bon endroit. Okay. Parfois, il n'y en a pas. Donc là, on sait que c'est pas possible. Elle est née sans ces vaisseaux-là, ou ils sont trop hauts. Enfin voilà, donc en tout cas, parfois... On contrôle avant. On contrôle, ah oui, ça c'est clair. Et de toute façon, une patiente beaucoup trop mince, il n'y a pas de matière, quoi. C'est ça, ou les lambeaux de cuisse. Il y a toujours un petit peu de matière, donc... Le gracile, donc des petits seins. Quoi. Exactement, pour une petite poitrine. Oui, c'est encore une fois une question de bonne et de mauvaise indication, et c'est là qu'il faut savoir juger jusqu'où on peut aller pour pousser les indications de lambeaux, si vraiment c'est le souhait de la patiente. Est-ce que vous avez une préférence pour une des techniques ? Alors, ce que je conseille aux patientes, bien sûr, ça dépend de l'examen clinique et de l'interrogatoire. Si on peut mettre une prothèse, donc c'est la technique la plus simple, j'ai plutôt tendance à leur conseiller de d'abord mettre la prothèse si c'est possible, et si ça donne bien sûr un bon résultat esthétique. Si elles ont le choix entre plusieurs techniques, je pousserai d'abord pour la prothèse, parce que c'est un choix qui est réversible. On pourra toujours remplacer la prothèse par de la graisse ou par un lambeau. Par contre, si on commence par un lambeau, et qu'on a des soucis et qu'elle regrette après à cause du site d'honneur, des douleurs, si on remet une prothèse, ça change rien en fait. Est-ce que ça part du fait que tu vas suggérer à la femme de peut-être pas abîmer son corps et commencer par quelque chose de plus simple? Exactement. Ouais, voilà. Du plus sauf simple. Si c'est une vraiment convaincue de l'otologue et qu'elle veut pas de corps étranger, quoi. C'est ça, exactement. C'est très personnel. Ouais. Moi, j'ai un avis du coup un tout petit peu divergent de Kim. C'est ça qui nous pousse à nous challenger. J'irais plus volontiers vers un Dieppe encore une fois, quand toutes les techniques sont possibles, parce que du coup la zone donneuse c'est quand même une plastie abdominale. Alors pareil, c'est personnel, mais j'estime qu'on peut améliorer cette zone donneuse et qu'on a une reconstruction qui est pérenne, de bonne qualité, naturelle et qu'on touchera très très peu tout au long de la vie. Ouais. Le téton dans toute cette histoire. Bon, je sais qu'on a un podcast là-dessus, mais est-ce que vous le faites en même temps, vous le faites après ? Qu'est-ce que vous faites dans le cadre de reconstruction otologue ? Dans tout type de reconstruction, otologue ou non, on fait le mamelon et la reconstruction de l'aréale à la fin, à la toute fin de la chirurgie. C'est la cerise sur le gâteau, c'est vraiment la touche finale. Voilà. Bon, on a un podcast là-dessus, mais il n'y a rien qui est fait en même temps que... Voilà. Bon, mais je pense qu'on a couvert le lambeau, des petites anecdotes de patientes. C'est pas évident de penser comme ça. Les patientes sont contentes quand ça a pris, parce que c'est naturel. Est-ce qu'il y a des retouches après ? En reconstruction, il y a toujours, enfin quasiment toujours une retouche. C'est juste pour regalber le sein, remettre un peu de graisse là où il y a des petites déformations. Mais c'est une chirurgie qui dure 1 heure, qui est faite en ambulatoire et qui peut être réalisée 3 à 6 mois après la réalisation du lambeau. Donc ce sera
quasi toujours du lipofilling. Exactement, voilà. Ou peut-être même pas, en fait. Dans le cas d'un Dieppe, est-ce qu'il y a besoin de faire quand même du lipofilling? Souvent, après on atténue un petit peu les contours du décolleté avec de la graisse, mais c'est juste pour avoir un résultat parfait. Ouais, parfait. C'est chouette à entendre, ouais. Il y a le lipofilling et puis il y a la retouche du sein contralatéral éventuellement. Ça, vous le faites déjà à ce moment-là? Soit on le fait dès le début, soit on le fait dans un second temps pour vraiment avoir la meilleure symétrie possible au niveau de la poitrine. Donc ça vous arrive de faire en même temps, alors le Dieppe, et puis de déjà travailler sur... le Dieppe, le sur grand le sein, dorsal, et puis voilà. Après, exactement. Ouais. Merci en tout cas pour toutes ces infos sur la reconstruction par lambeaux. Est-ce que vous pouvez chacun dire un petit mot pour les femmes? Alors, on doit être bien informé pour prendre la bonne décision. Il faut que vous soyez le plus sereine possible, en accord avec vos principes et ce que vous pensez. Merci 1000 fois. Merci. Merci à toi. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, 5 étoiles, comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups tous ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet cancerjegère.blog. Je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.